Naket Semataroui. Ratef Naket Semataroui et la continuité emprunté au père Hank Mtouti de la résistance panafricaine, comme je l'ai expliqué. Ra, c'est le soleil, la destination. Tef Naket, c'est la force, le symbole de l'union, c'est Mataroui et les États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, sur les plateaux de cette nouvelle émergence ou renaissance dans l'idéologie empruntée à nos ancêtres et à nos aïeux comme Marcus Garvey et Cheikh Anta Diop, que nous saluons et nous commémorons par cette introduction même et cette émission tout le long. Nous sommes ici sur le plateau avec notre Mout Kanetcher Koutinetcher, Ranefer Koutinetcher, et nous allons aujourd'hui rentrer dans une thématique qui est d'urgence. Mais avant de rentrer dans le développement du titre qui est, c'est comme les États-Unis d'Afrique, une nécessité de servir aujourd'hui. Je vais laisser la parole à la Mout pour son introduction. Douanetcher. Douanetcher, bienvenue à tous et nous aimerions remercier encore tous ceux qui nous suivent et surtout tous les nouveaux membres de l'Académie de culture noire, de père Hank Mtouti. Et encore aujourd'hui, c'est très important de parler de l'urgence panafricaniste et aussi de la résistance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la mode panafricaine, elle est à la mode au final. C'est à la mode et tout le monde le fait. Donc au final, tout le monde veut en entendre parler et c'est vraiment un trending topic. Donc c'est vraiment en trend. Le problème en est que c'est une urgence qui avait beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de monde pour la communauté. Ça demandait un réveil dans la communauté, non seulement pour aider les jeunes et les femmes, les hommes et tout, c'était plutôt par rapport à où notre communauté se voit dans le futur. Et avec l'urgence et la résistance panafricaniste aujourd'hui, le problème en est qu'avec tous les changements qu'on voit aujourd'hui un peu partout sur le globe, on se demande plus ou moins de qu'est-ce qui va venir après les changements. Parce que n'oublions pas que dans l'histoire du monde le confirme, à chaque fois qu'il y a une grande crise, à chaque fois qu'il y a un grand problème, eh bien, une partie de la société devient encore plus marginalisée que beaucoup plus avant. Et donc, on a vu ça avec la guerre mondiale, on a vu ça avec l'esclavage, on a vu ça encore plus longtemps dans beaucoup de situations, dans beaucoup de petites situations où on voit que quand il y a une émergence globale, eh bien, il y a des peuples qui sont marginalisés. Aujourd'hui, on parle de l'Iran, hier, on parlait de l'Irak, on a parlé de beaucoup de pays. On a parlé de comment on a plus ou moins créé un système qui a fait que beaucoup de personnes ont dû se déloger et quitter leur pays pour venir on a parlé de la Syrie. Je pense que au début de ce siècle, on parlait de pourquoi il ne fallait pas invader la Syrie. Mais l'invasion est quand même allée et les gens, ils se sont dispersés, ils ont dû quitter leur maison et ils ont dû tout laisser. Et après, on a montré toutes les photos des enfants qui mouraient en Syrie. Pendant qu'au début, on parlait de comment c'était une émergence, comment on devait tout faire pour ne pas aller avec une armée parce que ça allait déstabiliser le pays. Mais ils ont quand même jugé que c'était mieux d'aller déstabiliser les pays, déstabiliser les familles et voir tout ce qui se passe maintenant. Et ça, c'était juste des exemples je peux dire, singuliers d'un pays après un autre et qu'on sort. Mais avec l'émergence, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on voit qu'il y a des situations cyclique qui se déclenche un peu partout dans le globe, qui fait que le rendement sera plus grand et l'effet sera plus vaste, donc plus éclatant. Et la question c'est que d'où va se retrouver le peuple noir dans tout ça? Douanetcher, justement pour cette question. Marcus Garvey nous dit que pour l'hégémonisation, la montée en pouvoir du peuple du monde occidental, c'est fait par la destruction de ce qu'on appelle des souches raciales qui appartiennent qu'à un seul. C'est-à-dire, nous avons les Indiens d'Amérique qui sont assimilés aux aborigènes. C'est-à-dire, parlons des aborigènes d'Amérique et des aborigènes de l'Australie comme de la Nouvelle-Zélande et les Africains, les peuples noirs. Cette faiblesse, cette montée en pouvoir du monde occidental et le maintien au sommet du monde occidental est caractérisé par cette faiblesse structurelle. Cette faiblesse structurelle
c'est des normes dans la division dans laquelle le monde noir a été plongé. Aujourd'hui, le titre nous dit la reconstitution des États-Unis d'Afrique est une nécessité de servir. Marcus Garvey introduit, avait de loin entre les années 20 et 30, compris cette nécessité et cela avait été formulé. En fait, Marcus Garvey a été le tout premier président des États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique est un État qui conférait non seulement la liberté, mais la dignité à l'homme noir. Et ce projet-là a été démantelé par qui? Par qui? Pas seulement par les pouvoirs coloniaux, mais aussi, disons, a été démantelé par les pouvoirs coloniaux au profit d'une bourgeoisie faite des traîtres qui s'étaient créés en Afrique. C'est cette bourgeoisie qui a pris la place aujourd'hui qu'on appelle l'élite. L'élite qui ont constitué ce que nous avons vu naître en Afrique comme le panafricanisme des salons, c'est-à-dire le panafricanisme bourgeois. Le panafricanisme bourgeois est une alliance des incompétents et des courbés qui, pour maintenir un niveau de vie égoïste supérieur aux autres, ont maintenu tout un peuple dans l'ignorance. À travers un enseignement qui ne porte pas que l'ignorance, avec un abassement culturel et à favorisant un mimétisme culturel. Le mimétisme culturel avait déjà compris, Marcus Garvey, que cela arriverait à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la haine raciale. Cette haine raciale est là. C'est les déterrants de la femme. C'est la saveur de la femme. La haine raciale et la destruction de tout. Et les États-Unis d'Afrique avaient été conçus pour éviter d'arriver à cela. Ce discours a été fait pendant les années 20. Nous sommes en 2020. 100 ans après. 100 ans après, ce discours n'est plus une question de tactique pour éviter une certaine chose. Mais ce discours aujourd'hui est une question de survie. Parce que la race noire se trouve impuissant sur les continents les plus riches du monde, en ressources de tout genre. Et ce continent-là devient un équilibre géostatique dans la prochaine domination mondiale. Si nous ne sommes pas en mesure de titiller ce territoire-là, si nous ne sommes pas en mesure de titiller et de protéger cette richesse-là, dans la course vers qui va devenir la puissance, la future puissance mondiale, c'est-à-dire entre les États-Unis qui, titubant, cherchent à maintenir son état d'hégémonisation, la Russie qui arrive avec force, qui revendique sa place, accompagnée par la Chine et l'Union européenne décadente, eh bien, vous voyez, l'équation est très claire. Quiconque deviendra la puissance hégémonique des 4 millénaires les fera au prix des Africains. Gentil ou pas, amis ou ennemis maintenant, tous sont conscients sur le plan international. La géopolitique se joue sur ces points-là. Les gâteaux représentés par l'Afrique, la force représentée par l'Afrique décidera des équilibres géopolitiques prochains. Et notre faiblesse structurelle fait de nous de la pâturage, de la chair à canon. Dans la troisième guerre qui s'annonce, nous risquons d'être la chair à canon. Les chairs à canon sacrifiées par ceux que nous reconnaissons comme des leaders, qui ne sont pas des leaders. Ce sont les courbés, ce sont les gardes des prisons, à qui a été donné certains privilèges. Et chaque fois que les peuples africains se lèvent, eh bien leurs privilèges sont menacés. Et c'est ainsi qu'ils vont sortir l'escadron de la mort, déguisés en militaire national, pour aller arrêter, violer et tuer.
Et le déséquilibre est maintenu dans un jeu inconsistant où on parle des rebelles qui envahissent de l'autre côté, les rebelles rwandais qui envahissent de l'autre côté. En réalité, c'est un jeu statique maintenu comme on joue au jeu d'échecs. Et les peuples ne voient absolument rien. Or, les solutions à cette situation ont été proférées depuis le temps de Marcus Garvey. D'où la réalisation que la seule possibilité de survie que nous avons se trouve derrière nos épaules, ces drapeaux-là. Les rouges, les noirs et les verts. C'est-à-dire la construction idéologique, intellectuelle et scientifique des États-Unis d'Afrique. Pour la toute première fois, quelqu'un parla des États-Unis d'Afrique, eh bien, c'était le tout premier président des États-Unis d'Afrique qui est Marcus Garvey. Le professeur Gomi, le savant professeur Govi Gomez parle largement, il suffit de les suivre sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes réunis à ce point où nous avons lancé, comme nous l'avons disons annoncé la fois dernière, nous avons lancé les Ratef Nakets, c'est Mataoui, qui signifie nous allons faire former, je vais dire, offrir une formation sur l'histoire politique de la résistance. On ne fait pas faire de la politique en Afrique si on ne connaît pas l'histoire de la résistance. Comment peut-on sortir de Louvain ou de Oxford, après avoir étudié sciences politiques, aller en Afrique faire de la politique? C'est comme si un Chinois venait je ne sais pas moi, en Italie, étudier Mancini et aller en Chine faire les politiciens en Chine. C'est inconcevable. Pour faire les politiciens anglais, tu dois connaître l'histoire de l'évolution politique anglaise. Absolument. Pour faire les Français, tu dois connaître depuis les révolutions françaises. L'italien les mêmes, les Chinois les mêmes. Pour faire la politique en Afrique, il faut connaître l'histoire de la résistance africaine qui commençait depuis l'Égypte antique, sur le territoire africain. Parce que quand on parle de la race noire, elle a commencé même avant l'Égypte antique. Et de par conséquent, tous ceux qui s'appellent des politiciens en Afrique, qui prennent des décisions monstrueuses sur la vie des gens, qui ne sont que des petits chaperons des pouvoirs coloniaux occidentaux, ne sont pas des politiciens. Et en tant que tels, nous devons apprendre à les considérer comme des véritables criminels, des traîtres à la facilité. Ce sont des traîtres à la double personnalité criminelle qui n'hésitent pas à utiliser les moyens criminels pour arriver à leur fin. Quelle est cette fin? Maintenir l'ignorance à travers la paix. C'est ainsi que nous avons un de nos frères de la Côte d'Ivoire qui a été enlevé dernièrement. Et nous avons, c'est le camarade Franck Seya, vice-président du mouvement panafricaniste Afrique Ma Patrie AMP et membre de EDS, a été enlevé ces jours par des hommes armés et encagoulés pour une destination inconnue. Il était au domicile de sa mère quand cela est arrivé. Ok? Je lis, excusez-moi, je vais lire rapidement cela. On dit, dans la soirée du jeudi 2 janvier 2020, aux environs de 17 h, 40 individus encagoulés non identifiés, équipés d'armes de guerre, faisaient une descente musclée dans les maquis Taxi Brousse du quartier à Nanéré de Yopougon. Tenant tout le monde au respect, emportèrent Mimi Franck et Mr. Esso, un vacancier et les vendeurs de viande à proximité. Les 3 personnes interpellées seront réparties par deux des 3 pick-up prévus pour cet enlèvement. 3 à 4 heures plus tard, les 2 derniers, M. Esso et les vendeurs, ont été libérés. Mais pour ce qui s'agit de monsieur et du camarade Mimi Franck, on a appris qu'il se trouve à la préfecture de la police sans aucune information. Ce message a été signé par le président, un grand ami, Nigrebe Gabo, qu'on appelle les Jaguars. Alors, selon vous, on parle de la renaissance africaine et le panafricanisme intervient parce que pan,
Pan signifie union. C'est pourquoi on dit Sema Taroui. Pan signifie union. Pan-africanisme est union des Africains. On ne dit pas union des bourgeois. Ce n'est pas union des traîtres comme il a été le cas avec les groupes pan-africains qu'on a vu qu'on voyait défiler en télévision. C'est l'union des peuples africains. Et vous voyez les autorités de la Côte d'Ivoire, qui, ça c'est la deuxième faute, hein, cette année, disons, hein, de l'année passée. L'année passée, on a annulé des examens de plus de 1000 étudiants. Parce que, soi-disant, ils auraient triché. Ça, c'est un crime contre la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Et là, nous voyons un fervent leader, un fils du pays, qui fait quoi? On dit pan-africain, il fait l'union des Africains. Et voilà encore, nous avons des courbés, vêtus en cagoule, parce qu'ils ont honte de démontrer leur traîtrerie, qui vont venir prendre un de leurs, qu'ils vont mettre en prison et torturer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire l'union des Africains. Pourquoi? Parce qu'ils doivent maintenir les privilèges. Les privilèges aujourd'hui menacés par la montée. Nous avons vu les jeunes du Mali qui ont été en mesure de mettre en refrain l'armée française au Mali. Eh bien, tout cela dérange. Dérange les pouvoirs coloniaux. Mais encore pire, dérange les intérêts de la bourgeoisie africaine qui s'investit, des traîtres, des courbés africains que nous appelons les dirigeants. Qui, ces actions, menacent leur position, menacent leurs cadeaux qui se voient partir de la France et de la Belgique chaque jour. Menacent leur possibilité de visa, de venir en France, envoyer leurs enfants se balader. Et ils doivent maintenant titiller leurs privilèges. Et comment ils titillent ces privilèges-là? En exerçant la répression, la brutalité sur le peuple, en les oppressant et les poussant à l'ignorance. Voilà, chers panafricanistes, cet conglomérat des invertébrés, vêtus en peau de loup, surmonté de celui des moutons, que nous avons accepté parmi nous, que nous avons obéi. J'onde ici rappeler que l'obéissance à cette autorité nationale, à ces autorités patriotiques, est un acte de condescendance, est un acte d'acceptation de l'État colonial. Parce que ces gens-là, ces pouvoirs-là, ministres, jusqu'à l'armée, représentent tout simplement l'avant-garde, la main, comme on dit, les mains armées de la colonisation. Si la mafia était, si les colonisateurs, nous les considérons comme une forme de mafia, eh bien, ce que nous appellerons comme politiciens ne sont que les bras armés. Ceux qui font les travails sales pour de maigres salaires. Et cette culture ne date pas à aimer des années 60. Elle date de très longtemps, depuis l'Égypte antique. En fait, même la défaite, la tombée de l'Égypte antique était possible par traîtrerie, par des traîtres. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons les enjeux sur les champs. La troisième guerre qui se profile. La situation vulnérable de l'Afrique, de par sa position, sa capacité géostatique, géopolitique, représente un danger imminent pour le peuple africain. D'où aujourd'hui la création des États-Unis d'Afrique est une question de survie. Et là, il faut savoir que nous avons 5 ans. Nous avons 5 ans pour réaliser les États-Unis d'Afrique. 5 ans. Si en 2025, nous n'avons pas été en mesure de réaliser les États-Unis d'Afrique, eh bien, nous devons réaliser en ce moment qu'en 2027, les Africains, on n'en parlera plus. Douane Cher. Douane Cher. Et je vais commencer par lire quelques commentaires. On a les commentaires de Bouba qui dit « Force à vous, merci pour tout OTEP ». Il y avait les commentaires de Mamita qui dit « OTEP Kamit aussi ». Donc, comme vous voyez, je suis en train de lire les commentaires et de vous revoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser.
Et en même temps, en entrant dans le groupe de l'académie, je trouve un post qui a été fait par Mukiese Bantu qui parle des les Maasai sont expulsés de leur terre pour faire place aux touristes et aux chasseurs. Absolument. Ce n'est pas les seuls cas, ça c'est la... Je l'ai rentré dans ces cas-là. Les Maasai qui sont expulsés de leur terre, les pygmées des forêts qui sont expulsés de leur terre. Dans la République dite démocratique du Congo, plusieurs peuples avaient été déposés parce que les possessions avaient été vendues à Facebook. Ok? Nous sommes en train de vivre des manières... C'est un peu partout dans le monde. C'est un peu partout dans le monde. Nous sommes en train de vivre de manière impuissante ce qui est en train de se passer. Avec la moute, on parlait d'un film qu'on venait de voir il y a pas longtemps là. Dans ce film, il y avait une situation où un policier corrompu blanc était en train de se battre avec une policière non corrompue qui voulait l'arrêter dans un quartier noir. Et les policiers étaient justement un homme, corrompu était un homme, et la policière non corrompue qui se battait pour la justice était une noire. Eh bien, les policiers blancs étaient en train de massacrer de coups une femme policière noire dans un quartier noir devant les hommes et femmes noirs qui étaient tous immobiles en train de regarder. Personne n'a fait quoi que ce soit. Personne n'avait bougé un doigt. Personne n'avait bougé un doigt. Pendant les années 60, quand Kwame Nkrumah avait été arrêté par ordre de la reine, sa libération était due parce que les partis politiques panafricains du Ghana avaient, nous sommes sous la colonisation, avaient organisé ce qu'on appelle la désobéissance populaire. Personne n'est allé au travail. Et les Anglais ont dit se soumettre et libérer Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, nous avons le déplacement des Maasai. Les déplacements au Congo, les déplacements à gauche, déplacements à droite. Nous avons vu des Rwandais descendre qui ont été déplacés parce que quand on dit l'actualité, les Rwandais sont en train d'envahir le RDC. Non, attention, ils sont en train d'être déplacés d'un territoire à un autre. Des déclarataires qui est l'air des droits, mis dans un territoire où ils peuvent être chassés. La question que les gens c'est, ah, ils ont envahi. Maintenant, on leur a arraché la terre. Ces terres n'ont pas été arrachées seulement aux Rwandais, ils ont été arrachées aux Africains. C'est là où on ne raisonne pas. Ce n'est pas un envahissement. C'est une confiscation des terres. Un contentieux de ce genre avait déjà été possible pendant les années 30 avec George Palmer, qui avait porté plainte contre la France parce qu'il avait confisqué les terres des Igbo au Nigeria et des terres au Kenya. La France a utilisé la force militaire pour confisquer ces terres. C'est ainsi que la notion de force rentra dans la résistance panafricaine parce que l'on ne pouvait pas. Les colons ne reconnaissent pas la force du droit. Ils reconnaissent les droits des forces. Comme nous l'enseigne très chèrement et très chaleureusement notre savant Kofi Gomez. Ces déplacements, nous les avons devant nous. Mais nous avons des situations, nous avons la montée des eaux. Avant même d'arriver là, j'aimerais prendre le commentaire de Songwa qui dit « Pourquoi appeler ça États-Unis d'Afrique ?» Ça rappelle tristement l'institution APEP des États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas le nommer avec un nom propre? Ainsi, on confère à cette institution que nous voulons créer une certaine identité propre en forme pensée, Dua Nature. Dua Nature, les mots propres existent. Ok? Semataroui. Semataroui a été l'unification de la Basse et de la Haute-Égypte réalisée par Menchou Hotep. Quand on dit Semataroui, eh bien vous allez me dire ça signifie quoi? Alors, Semataroui, défini en français, signifie les États-Unis d'Afrique. Quand je dis Semataroui, l'on ne me comprend pas. Pas tout le monde, bien entendu. Pour aider la compréhension, j'ai dit les États-Unis d'Afrique, j'ai dit les États-Unis d'Afrique. À la fin, j'ai ajouté Semataroui. C'est ça l'appellation. En Médou Nature.
C'est ça les mots. J'espère que mon frère est content de la réponse. Quand on dit État, c'est l'état mental. Et État mental, uni des Africains. Tu vois, État, c'est l'état mental, l'état de l'union, un état que nous avons abandonné. Parce que nous vivons aujourd'hui dans la décomposition, dans la défragmentation, dans l'individualisme. C'est un état différent. Et nous devons abandonner cet état-là pour arriver à un état différent. C'est ce dont il est question ici. Pourquoi nous avons besoin de raisonner sur ces éléments? Autour, il a été annoncé qu'il y a un volcan qui est en train de rentrer, un volcan sous-marin, qui est en train de menacer, de se réveiller dans l'est de l'Afrique. C'est seulement pas à l'est de l'Afrique, mais ça va un peu plus loin. Mais parlons de l'Afrique. C'est à l'est de l'Afrique qui est en train de se réveiller. Rappelez-vous ce qui est en train de se passer en Australie. OK? Rappelez-vous. Aujourd'hui, il y a eu une éruption volcanique en Philippines. Oui, il y a une éruption volcanique aux Philippines. Je vais ici vous rappeler une chose. En Australie, on dit plus de 500 millions, comme un des... Au minimum, 500 millions d'animaux sont morts. Les autres humains ne sont pas comptés parce que nous savons que les aborigènes, les noirs de l'Australie, sont mis dans des réserves éloignées de des endroits arides. Ont-ils été comptés comme animaux aussi? Ou vous pensez qu'ils ont été évacués? Question que je vous pose. Ou vous les avez vus être évacués? Ou vous avez vu être évacués? Pensez que je vous pose. Et pourquoi je vous pose cette question? Il y a une chaîne de montagnes sous-marines qui est en train de rentrer en éruption à l'est de l'Afrique, avec des effets que nous avons déjà connus en RDC, avec certaines zones où la terre commençait à se dissoudre. Au Bénin, déjà, il y a vers le nord du Bénin, il y a un grand trou qui s'est ouvert et pas la lave, mais la fumée est en train de sortir. Parce qu'il s'agit de volcans sous-marins. Mais vous devez savoir que les études scientifiques disent que la manière avec laquelle ce volcan est en train de se réveiller n'est pas naturelle et artificielle. Parce que la cause du feu en Australie est-elle artificielle ou naturelle? Maintenant, s'il y avait une éruption volcanique de ce genre, le peuple noir ne serait pas, l'Afrique ne serait pas évacuée. Or, nous savons, ça c'est une spéculation propre que je fais, que la Terre est en train de perdre sa capacité de production. Une éruption volcanique de ce genre, autre que détruire et tuer des millions de personnes en Afrique, rendrait la Terre fertile pour les prochains arrivants. Ça c'est une spéculation que je me permets de faire, pour essayer de nous faire réfléchir. Nous ne devons pas nous battre, nous ne pouvons pas nous battre contre la nature, disent certains. Moi je dis au contraire, non, nous avons le pouvoir des affaires. De les faire. Et la tradition Kouch-Kamit Congo nous enseigne, nous avons ces pouvoirs-là. Ces pouvoirs-là se trouvent dans l'unité. C'est pourquoi je vais emboîter mon frère qui a dit parlons pas des affaires des États-Unis d'Afrique, mais je veux que l'on comprenne. Ce Mataroui doit se faire, c'est une question de survie. Alors, aujourd'hui, là, quand j'ai fait des émissions, toujours, j'envoie toujours, ah mon frère, c'est bien. Ah mon frère, bravo. Ah mon frère, Otep. Ça s'arrête là. Je ne vois pas de contribution véritable. Je ne reçois pas de coups d'appel qui me disent « Je suis disponible ». Parce que s'il faut mourir pour vous, moi je serais mort hier. Ben, moi je ne vous demande pas de mourir pour moi. Je vous demande de vous sacrifier pour les générations futures et pour notre terre-mère. J'aimerais avoir des coups d'appel des personnes qui disent je réponds à l'appel et je dis présent. Je suis disponible pour faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce dont nous avons besoin. Je n'ai pas besoin de likes. Nous n'avons pas besoin de likes et de dire c'est bon au TEP. On a besoin de dire je m'engage. On a besoin de dire je m'engage. Parce que si l'Afrique tombait de manière définitive et les populations africaines étaient décimées, toutes les Africains, toutes les Noirs vivant dans d'autres parties du monde perdent leur statut d'être humain apparente d'office. On viendra
vous cherchez dans vos petites maisons, vous arrachez, on viendra vous traîner hors des maisons que vous avez achetées. On viendra vous arracher vos voitures. Vous allez perdre tout ce dont vous avez chéri égoïstiquement au profit, au méprofit de la communauté. C'est pourquoi cette émergence, cette situation est grave. Et je dis, nous avons 5 ans. C'est parce que nous avons encore des commentaires avant que je puisse continuer. Non, on peut continuer, je vais regarder s'il y a des commentaires. Nous allons lancer, en suivant les conseils d'Issanva Kofi Gomez, une académie de sciences politiques panafricaines où nous allons étudier rapidement l'histoire de la résistance qui est divisée en 3 phases que nous allons voir dans les cours. Déjà, je vous réponds, les cours sont gratuits. Nous ne faisons pas du marchandage, nous ne sommes pas des commerçants culturels, nous ne sommes pas des vampires. Ce cours aura une formation cyclique de 3 à 4 mois, à la base au bout duquel nous aurons un diplôme panafricain. Okay? Et nous aurons aussi un parti tout de suite, un parti politique racial. Un parti politique né de l'idéologie panafricaine, de la résistance panafricaine, qui est fait à 15 points que nous allons présenter dans les jours qui suivent. Les 15 points de ces mouvements. Quand nous arrivons, nous allons les présenter. Dont l'objectif est celui de représenter tous le peuple noir, c'est-à-dire les peuples Kouch, Kamit, Congo, partout dans le monde. Un parti politique à profil racial. Pourquoi les profils raciaux? Parce que tout le monde fonctionne sur le terme racial. Ce n'est qu'au noir que le terme racial crée un problème. Les Asiatiques définissent leur identité raciale. Les Occidentaux, de même, l'identité raciale ne signifie pas l'exclusion des autres. L'identité raciale vient du précepte selon lequel quand tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne pourras pas être en paix ou d'aide pour les autres. C'est ainsi qu'en vivant dans un état de haine raciale, on est inutile. C'est pourquoi certains brigands français se sont inventés à dire que la contribution de l'Afrique dans le monde n'est pas visible. D'une certaine manière, cette phrase a un paramètre de vérité, dans le sens que le monde noir, le monde africain plongé dans une haine de soi, se désactive. Elle devient inutile. Mais cette inutilité aujourd'hui est devenue un couteau dont la pointe s'est pointée vers la poitrine. Pourquoi cette faiblesse structurelle, cette faiblesse des races, qui aujourd'hui est la caractéristique principale du peuple noir, met en danger de vie tous les peuples noirs. Parce que... Moi, je dirais même, c'est pas seulement le peuple noir, mais c'est au fait, c'est toute l'humanité entière. L'humanité, mais pas seulement l'humanité, mais c'est l'écosystème de la planète et les animaux et la terre et plus ou moins tout. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu avec l'Australie? Le message avec l'Australie est quoi? Et qu'il y a eu des photos qui sont allées, qui ont voyagé le monde entier. Des photos qui montraient qu'après que le monde a pris feu en Australie pour beaucoup de personnes, leur réalité s'est écroulée pour beaucoup de personnes. C'était plus ou moins même une fin de monde pour les animaux qui sont morts. Alors... Et les êtres animaux considérés animaux. Voilà, et dans certains cas aussi, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a une dame qui prend une photo, et en prenant la photo, elle voit dans le ciel, il y avait le rouge, le noir, et puis il y avait le jaune dedans. Et donc, c'était un drapeau, ça remarquait le drapeau aborigène. Le point, c'est quoi? C'est que le drapeau, c'est vrai qu'il a été créé il n'y a pas très longtemps. Mais le point est quoi? C'est que c'est un drapeau qui représentait leur ancestralité. Donc, c'est quelque chose qui représentait des réalités qu'eux, ils ont connues. Donc, dans leur conscience, ils avaient conscience que cycliquement, il y avait des feux, des grands feux en Australie qui se passaient comme ça. Et ils savaient comment faire, soit pour limiter les feux, ou encore pour évacuer avant que le feu puisse être très désastreux comme dans cette manière-là. Et maintenant, qu'est-ce que c'est pas? C'est parce que
après avoir éliminé les aborigènes, maintenant on se retrouve avec un très grand feu. Et qui devient les héros de cette situation? On a les pompiers. Les pompiers qui n'ont pas d'expérience sur ce genre de feu, surtout pour l'Italie, pardon, l'Australie, c'est eux qui sont devenus les héros. Beaucoup d'entre eux ont risqué leur vie, douane et tiers comme on dit. Beaucoup d'entre eux ont vraiment fait un très grand travail, douane et tiers pour ce travail. Donc c'est bien le travail. Mais le point est quoi? Le point est que il faut aussi réaliser que quand il y a un grand problème, on doit prendre la personne qui est l'expert dans cette situation, la personne qui a la spécialisation, la personne qui sait comment faire pour venir régler la situation. Mais malgré qu'on a vu le ciel parler tout seul, les ancêtres ont parlé, donc comme on dit, on a vu le ciel représenter le drapeau, un drapeau qui représente les situations. C'est un peu pour dire que pour les aborigènes de l'Australie, c'était important se rappeler de bien traiter la terre, de bien hydrater la terre, de bien s'occuper de la terre pour être sûr que ces grands feux ne se reproduisent pas de telle magnitude. On a pris le savoir, on le met de côté et après on célèbre autre chose. Et c'est ça le message qui nous montre aujourd'hui. C'est comment on célèbre des choses qui ne nous aident pas. Et maintenant, quand on parle de le réveil, pourquoi le réveil il est important? C'est en revenant sur le film qu'on a regardé, on a vu comment il y avait une policière qui se battait pour la communauté. Et il y avait le policier qui vient, qui la tape dans la communauté. Et il y avait beaucoup d'autres noirs ou d'autres personnes qui s'identifiaient à elle. Et tout le monde avait leur téléphone en train de filmer. Et personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Il y avait juste un ami d'enfance qui a essayé d'aider. Mais après, personne n'a rien fait. Personne n'a essayé d'intervenir. Personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, au fait, le gars, il a même dit que toi, tu te bats pour ces personnes et ils s'en foutent complètement de toi. Tu peux mourir ici. Demain, ils vont continuer leur journée comme si de rien n'était. Et c'est là où on est arrivé dans l'humanité. On doit réaliser que, et là, je parle pour toutes les communautés, c'est pas juste la communauté noire. La communauté noire, oui, doit se réveiller pour réaliser que si on ne change pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, non seulement on va perdre nos vies, mais il y aura plus de, la terre ne sera plus fertile, il y aura plus de vie dans cette planète, plus ou moins. Et donc c'est comme ça que dans chaque peuple, chaque race, tout le monde est en train de faire quelque chose pour voir qu'est-ce que nous on peut ajouter, comment nous on peut avoir un savoir pour apporter. Mais quand vous allez voir par exemple tous ces meetings qu'ils font, toutes ces conversations qu'ils font par exemple sur global warming ou bien sur le changement climatique, combien de fois vous voyez qu'on appelle la délégation de, je peux dire, les Ngunza ou les sages du Congo qui vont venir donner leur point de vue? Moi, j'ai jamais vu. Ou on appelle le peuple aborigène pour dire, venez donner votre point de vue. Et c'est vraiment rare. Pourquoi? Parce que dans notre communauté, nous-mêmes, on se auto-valorise pas. Et on ne prend pas cette information et on n'essaye pas de vraiment venir ensemble et d'emmener toutes les informations qu'on a pour vraiment créer quelque chose qui sera fort, pour avoir un message plus fort, un message qui sera plus respectueux. Douane et Cher, justement, à Mousse, quand il parle de la haine raciale porte à la haine culturelle. Il n'y a pas plus pire que la haine raciale et la haine culturelle. Et quand on voit aujourd'hui les descendants noirs, nous avons imprimé sur la tête la haine culturelle. Chaque fois qu'on s'habille comme ça, il dit, ah, mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Parce que quand je m'habille, si je m'habille comme un Japonais aujourd'hui, tout le monde battrait les mains. Mais quand on habille comme un Africain, ça devient un problème pour les Africains. Haine culturelle, haine raciale. On met les bides africains, on dit, non, non, les bides, c'est les chapelets. Si j'avais mis la croix de Jésus pendue comme ça, haine culturelle. Et aujourd'hui, c'était un danger dont Marcus Garvey avait prévenu pendant les années 20. Les années 20, c'est 40 ans avant les indépendances en Afrique. Mais aujourd'hui, cette maladie se manifeste. Elle se manifeste amplement. En République démocratique du Congo, nous avons déjà les retours de la peste. Les autorités coloniales, les représentants des autorités coloniales sont en train de gérer la situation. Il y a déjà la peste au Bas-Congo. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous octroyer dans un chemin sans retour. Parce que ces gens-là que vous respectez vont se faire évacuer quand le bled va commencer.
Quand le feu va monter, ils vont se faire évacuer par vous. Donc, nous devons réaliser deux choses. La désobéissance non civique mais coloniale. Parce que les pouvoirs établis dans ce que nous appelons les États africains sont des États, ce sont des appareils de gestion coloniale. Et notre adhésion à leur respect est une adhésion, c'est un, comment on dit, une acceptation de la colonisation. Deux, nous devons apprendre à nous uniformer à ces drapeaux-là. Le rouge, les noirs et les verts. Dans le rouge, et ce que nous mettions unis, le sang de nos ancêtres, notre DNA qui dit que nous sommes tous un. Les noirs, c'est la résistance, c'est la construction intérieure. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Pourquoi nous sommes en train de faire ça ensemble? C'est parce que nous avons conscience de la victoire. Nous devons vaincre. Et cela ne peut être qu'en combinant les trois couleurs ensemble. C'est un drapeau que vous allez trouver prochainement sur kacheba.org et tout Africain doit l'avoir. Tout Africain doit l'avoir. Cela doit devenir une mode, mais pas une mode pour se faire beau, une mode pour stimuler l'instinct de survie. Parce qu'aujourd'hui, c'est de la survie dont il est question. Certains, parce qu'ils ont les frigos pleins, la voiture avec plein d'essence, et le compte en banque avec 50 000 $, vont dire, ah, qu'est-ce qu'ils racontent? Parce que ce sont généralement les courbés qui sont attitudes. Mais ça ne va pas être beau, même pas pour eux. Parce qu'un traître, ce n'est pas quelqu'un qui se porte à côté une fois que le travail a fini. Parce qu'un traître, il est de nature traître. Il trahit. C'est ça sa seule fonction. Et on ne se porte pas quelque part avec quelqu'un qui a trahi les siens. Parce qu'il va te trahir aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de marteler. Et nous sommes en train de faire un appel à tous les mouvements dits panafricains, déjà, soit dans le diaspora, soit sur les continents, à nous appeler, à nous contacter et que de manière à ce que nous puissions fusionner. Première chose, à lever les drapeaux de l'union. Troisième chose, nous devons sortir de cet état de soumission coloniale que les colons nous effrayent parce qu'il a des gros armes. Parce que Marcus Garvey dit une chose, un lâche meurt chaque jour. Toute humiliation est une mort pour les lâches. Les héros, lui, meurent une fois. Mais sa mort n'est pas une mort. C'est sa mort et le gain de la vie éternelle. Parce qu'il ne sera jamais oublié. Et nous devons sortir. Marcus Garvey aux États-Unis, quand il a été voté, quand il a été nommé premier président des États-Unis comme gouvernement en exil, c'est Mataroui, comme a voulu dire les frères, comme dit c'est Mataroui, avait réalisé une police de la résistance des États-Unis d'Afrique. Il y avait même une armée. Eh bien, dans la défense de la résistance, nous devons prévoir un système de défense. Nous devons sortir de l'imaginaire, de la rêverie selon laquelle les armées que nous avons nationales, cette police est là pour nous défendre. Nous avons parlé de notre frère. En Afrique, nous avons grandi penser qu'en Afrique d'ici, il y avait l'apartheid. Parce que nombreux sont jamais allés voir le dictionnaire pour comprendre qu'est-ce qui signifie l'apartheid. Apartheid signifie développement séparé. Partout en Afrique, quand les Blancs vivent dans votre coin, ils vivent une vie séparée à eux. Et vous vivez à côté d'eux. C'est ça l'apartheid. Nous sommes nés et grandis dans l'apartheid sans l'avoir. C'est ce que Marcus Garvey appelle l'ignorance, qui est le déterrant pour maintenir un peuple en soumission. L'ignorance.
instillé à cuillère par la famille, par la religion, par l'éducation, l'ignorance, maintient la puissance coloniale à son statut de divinité. C'est l'ignorance. Nous devons apprendre à nous défendre en tant que peuple. Spécialement parce que nous avons un ennemi qui est en train de venir et nous avons un ennemi intérieur déjà, représenté par ce que nous appelons l'État. En République démocratique du Congo, le gouvernement a pris soin de déloger tous les étudiants de l'INEKIN. Wow. On a chassé tous les étudiants. Et celui qui a pris cette décision-là, ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais. Parce qu'en Congo, on dit toujours c'est les Rwandais, Rwandais, Rwandais. Celui qui a pris cette décision-là, ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais. C'est un courbé. Nous devons apprendre à distinguer entre les courbés et les panafricains. Pas en termes de nationalité. Nous devons savoir qui sont les courbés, les traîtres, qui sont partout, indépendamment de leur nationalité. Ils sont partout parmi nous. Excusez-moi. Nous devons apprendre à distinguer les courbés et les panafricains. Et pour être un panafricain, il faut connaître l'histoire du panafricanisme. On ne vient pas on ne veut pas des fanatiques panafricains. On veut des militants panafricains, pas des fanatiques. Des militants. La différence entre un fanatique et un militant est que le fanatique est basé sur un effet de sentiment. C'est la mode, il suit la mode. Mais un militant, c'est celui qui s'instruit en tant que panafricain. Nous avons ces gouvernements qui décident de fermer l'université. Mettre à l'arrêt des millions d'étudiants venus de tous les 4 coins du pays. C'est une atteinte. Et nous devons être en mesure de nous défendre contre ce genre de situation. Et pour cela, nous avons besoin de constituer non une rébellion. Parce que pourquoi nous devons être rebelles chez nous? Hein? Comment nous pouvons être rebelles chez nous? On est rebelle quand on est en train d'envahir un terre différent, un terre étranger, on devient un rebelle, c'est-à-dire un étranger. Mais nous, sur nos terres, comment on doit être des rebelles? Non, nous devons les droits de constituer une résistance paramilitaire capable de nous défendre. Ce sont les thématiques qui seront affrontées, appuyées dans ce cours qui va commencer dès le mois de février, de la formation politique d'Isma Taroui. Ces groupes, cette formation va déboucher sur 3 voies, correspondant aux 3 couleurs du drapeau, qui sont les 3 branches du mouvement politique ou du parti politique africain. Selon les Makoukouma Tatou, ces partis politiques africains à 3 branches. Les rouges, qui sont cette tendance capitaliste vouée au développement. Okay? Le capitalisme africain. Okay? Qui a pour notion économique le développement en se basant sur non, la classe moyenne. Nous avons les noirs qui sont les radicales. Hein, les radicales sont les conservateurs et les traditionalistes. Les verts, nous avons les socialistes. Les socialistes ont des différents par rapport au capitalisme africain. Ceux qui se basent sur le développement en se basant sur la classe la plus démunie, les pauvres, pas par la classe moyenne. Ce sont les 3 voies politiques sur lesquelles nous débouchons. Et donc, nous, comme je dis, nous n'avons pas besoin, je n'ai pas besoin, dans les RATEF, nous n'avons pas besoin de bravo. Nous avons besoin de votre adhésion. Nous avons besoin, dès le mois de janvier, sera mis tout de suite un circulaire d'adhésion. Je veux que dès ce soir, vous puissiez dire, je suis partant. Je suis un militant. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si nous ne faisons rien, regardez les enfants que vous avez, que nous avons. Si nous passons que nous avons une vie difficile, eh bien ces enfants-là vont vous haïr pour toujours. Parce que le futur dans lequel vous allez les laisser, par rapport aux difficultés que nous connaissons, eh bien nos difficultés ne seront juste des petits déjeuners.
C'est comme les années 70, en fait. Les années 70, les années 80, tous ceux qui ont grandi dans les années 80, les parents, ils pensaient que la vie était dure, mais aujourd'hui, on réalise que ce moment-là, il était meilleur pour beaucoup de personnes Exactement. qu'aujourd'hui. Et quand on explique aux parents que non, il y a beaucoup plus qui pourrait être fait, ils ne réalisent pas comment et ils ne voient pas comment ils pouvaient faire quelque chose. Et maintenant, avec la crise qui se fait maintenant, on voit qu'on est en train d'aller dans un principe qui continue dans ce précipice. Donc, le problème, il est que si on ne s'arrête pas, il n'y aura pas de fin. Absolument. Et donc, je lance un appel à tous ces grands érudits des études panafricaines, jeunes, qui veulent contribuer à la... Nous avons lancé une école de mouvements politiques, d'études politiques de la résidence panafricaine. Nous aurons une école de la philosophie africaine et nous lançons un appel à tous ces érudits en matière d'études et de recherche sur l'histoire de la résistance panafricaine et de la philosophie africaine, de se joindre à nous pour qu'ensemble créions un grand corpus, un grand corps d'enseignants capables de dispenser les cours à plus de personnes parce que moi-même, ce serait impossible. Je m'effondrerai avant de former 3-4 générations. Or, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, nous avons besoin de cet apport. Mais seulement, je vous dis quelque chose. La formation ici est gratuite. Mais au fait, si je peux poser une question, c'est quoi le but de la formation? Le but de la formation est justement celui de créer une nouvelle génération de cadres pan-africains. Des pan-africains dont l'objectif principal est la création de ces mataroui. Ça, c'est l'objectif premier. Et l'élévation des conditions de vie du peuple Kouch, Kamit Congo, pas seulement en Afrique, mais partout où ils vivent. En fait, dans les manifestes du parti politique, nous avons à un certain point énoncé que les villes africaines, les villes où les Noirs vivent, quand ils ont dépassé 1000 personnes, on va appeler ça ce qu'on appelle les villes africaines. C'est une ville africaine qui, par loi, nous allons intégrer comme ville de l'Afrique en soi pour soi. C'est-à-dire c'est de la représentation pure, de prendre en charge, c'est ça la mission. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que souvent quand on fait une formation, au final, même aujourd'hui, quand une personne part à l'université, fait le droit ou fait la médecine, c'est pas pour garantir qu'il va avoir un travail en tant qu'avocat ou en tant que docteur. Donc c'est vraiment pour demander par rapport à une personne qui suit la formation, qu'est-ce qui s'attend et qu'est-ce qui est attendu de lui d'une manière que la formation elle est finie, qu'est-ce qu'il fait avec cette information, quel support il peut avoir pour soit transformer sa vie ou pour se développer plus intérieurement. Douane Cher, le développement, j'insiste et je le répète, n'est pas individuel, il est communautaire. L'être humain est un être qui ne peut se développer que de manière communautaire. Quand une personne s'enrichit tout seul, il a fait aux dépens de la communauté. C'est comme ça, on parle aujourd'hui des 1% qui ont toutes les richesses du monde. Pourquoi les 1% des 1% ont toutes les richesses du monde? Parce qu'ils ne travaillent jamais, ces gens-là. Ils sont dans les gyms, dans les réunions et à se faire beau. Mais ils ont toutes les richesses parce que c'est tous les peuples de la terre qui travaillent. C'est l'enfant du Congo, du Bukavu, du Kivu, du Goma qui travaille dans les mines du matin au soir au prix de sa propre vie, qui maintient ces gens-là qui vont dans les avions circuler du matin au soir et se faisant beau, se faisant appeler royauté. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans cette corruption culturelle? Nous avons eu un système d'éducation qui est basé sur la prostitution. C'est-à-dire un jeune Congolais, un jeune Camerounais, un jeune Zoulou, un jeune Malien ne pense pas, je vais devenir médecin pour que j'ai vu beaucoup de malades dans ma ville, beaucoup de morts, pour faire si que moins de gens meurent. C'est-à-dire, le sens de l'étude n'est pas celui de grandir, de développer sa communauté, mais est celui de créer un écart social, les castes. La différenciation sociale, appartenir à une caste supérieure. Et pour appartenir à une caste supérieure, on doit faire ce qu'on appelle la prostitution intellectuelle. Aller apprendre des choses qu'on va vendre aux meilleurs offrants pour s'élever socialement. Pourquoi
l'Afrique est en train de mourir aujourd'hui parce que de génération en génération, depuis les années 60, l'idéal a été ceci. Tout le monde a abandonné la communauté. Tout le monde veut être plus que les autres pour assouplir son sens d'ego malade et malsain. Qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons une réforme de la pensée. En fait, que nous avons lancé l'école politique, nous avons aussi à côté une école philosophique dans laquelle l'individu est au service de sa communauté. Quand on devient médecin, quand on devient ingénieur, quand on devient pilote, c'est pour servir la communauté. La communauté s'agrandissant sur le plan de la structuration sociale, sur le plan scientifique, sur le plan industriel, va maintenant te gratifier pour le travail accompli. Je le répète, dans le village, les hommes vont chasser. Quand ils ont chassé, ils rapportent les gibiers au chef qui va partager à chaque famille. Les chasseurs ne disent pas non, 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 c'est comme la flèche qui a tué le gibier, c'est la mienne. Moi, je vais la moitié du gibier, vous, les villages, vous partagez avec ce qui reste. Non. Mais la flèche qui tue, c'est toujours une. 20 chasseurs vont chasser. Mais la flèche qui tue les gibiers est toujours une. Mais celui-là ne dit pas non, 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 non. Moi, je prends 50% pour moi. Et vous, vous vous débrouillez avec les 50%. Parce que c'est ça le comportement qu'il y a aujourd'hui. Dit à l'acculturation. Et aujourd'hui, nous offrons donc cette possibilité-là de retourner dans l'authenticité intellectuelle, dans l'authenticité scientifique des mythes. Donc, c'est plus ou moins un enseignement pour retourner dans la manière de penser dans les smata, oui. Donc, de la manière de penser de nos ancêtres et de la manière de fonctionner et aussi dans la manière, dans leur philosophie, dans la politique. On a aussi dans l'éducation, mais aussi dans la spiritualité aussi. Donc, il y a tous les piliers qui sont bien mis dans le père Ankh Mtouti. Comme nous avons le père Ankh Mtouti, nous avons les Ratef Naket Semataroui et nous avons l'école de la philosophie. Représentant les Makukuma Tatou, bien attendement. Pourquoi? Parce que c'est seulement en souffrant pour la communauté que l'on grandit, spirituellement, économiquement, et on a la prospérité. Et pourquoi l'académie est gratuite aussi? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. L'académie est gratuite comme tous les éléments que nous allons créer sont gratuits pour la simple raison que on détient votre héritage. Et nous sommes des gardiens de votre héritage. C'est votre droit de passage. Et vous ne pouvez pas payer pas pour ça. Et je le répète, quand vous vous envoyez vos enfants en France ou en Belgique étudier gratuitement, c'est pas que l'école est gratuite, c'est la culture est gratuite. Ces enfants français payent, ne doivent pas payer pour apprendre la culture française. En prenant un enfant, en raisonnant de manière économique, c'est-à-dire au Congo, c'est payant, parce qu'en fait, au Congo, on n'enseigne pas la culture congolaise. Parce que si on enseignait la culture africaine au Congo, elle ne serait pas payante. La raison pour laquelle les pères Ankh Mtouti n'est pas payant, parce qu'il s'agit de la culture africaine. Mais si j'étais en train de vous enseigner la culture belge, à ce moment, vous devez payer parce que c'est un commerce. Si vous voulez que je vous enseigne la culture indienne, ou je ne sais pas moi, extraterrestre, vous devez payer. Vous devez payer pour ça. Chaque fois que vous êtes en train de payer quelque chose, ce n'est pas pour vous. Du point de vue de la culture. La culture, c'est votre droit. Elle ne peut être payée. Bien entendu, il y a votre participation, il y a votre collaboration, à fait que cette activité, ce mécanisme puisse s'éteindre et rejoindre plus de personnes possibles. C'est pourquoi de temps en temps, nous organisons des récoltes de fonds. Okay? Nous demandons des soutiens en termes financiers et non, des soutiens matériels. Nous utilisons des caméras, nous utilisons des computers. Nous demandons souvent, si vous avez une caméra que vous n'utilisez plus, un de plus, envoyez-les nous parce que nous permettra de pouvoir apporter cette éducation culturelle à plus de personnes, cette lumière à plus de personnes. Si vous avez un tripode sur lequel on fixe un appareil gratuit, eh bien appelez-moi, demandez-moi l'adresse, je vous vois la voilà. Vous envoyez pas, ça nous permettra de faire plus de travail. Parce que maintenant, c'est depuis des années que nous travaillons, nous avons réussi douane entière à ceux qui nous ont toujours donné des soutiens.
Neb Kaou a participé beaucoup. Neb Kaou de la Belgique. Nous avons Menchou Otep de Londres qui participe énormément. Nous avons Menkaou de la Guyane, de la Martinique qui participe également. Nous avons Semerkets qui participé énormément. Nous avons Kanecher, Pta, hein? Pta Nebercher du Congo qui participe énormément. Et plusieurs noms. Maintenant, je ne pourrais pas citer tous les noms. Il y a des gens qui... Et nous avons besoin de plus de personnes à venir nous aider. Pourquoi? Parce que c'est seulement en venant ensemble, nous comprenons les dangers qu'il y a et l'intérêt que nous avons à venir travailler ensemble. Douanecher. Donc, comme on arrive à la fin, on va voir s'il y en a d'autres questions que je n'ai pas pu lire. Il y a une question de Masseman Toko qui dit Pangui Kinkela, né Moinan Semi, demande aux Africains de le suivre depuis plus de 30 ans. Pourquoi vous ne vous associez à lui? Il parle depuis d'une union de la force intellectuelle, spirituelle et politique. Nsaku, Panzu et Nzinga. Il parle de l'Africain depuis l'Empire ghanéen, éthiopien et égyptien. Comment il s'appelle notre impagne? Masseman Toko. Masseman Toko, je le connais bien. Je connais très bien les Moinantemi, mais je connais très bien les sujets des Moinantemi. Okay? Et tout simplement, les Moinantemi, c'est un grand ancien. Et je me souviens, quand Moinantemi a été mis en prison pendant très longtemps, j'étais une des personnes qui a lancé un appel pour la libération de Moinantemi. On a fait des vidéos. On a fait des vidéos pour la libération de Moinantemi avec Congo Bololo. Et Moinantemi a été libéré tout de suite après. Okay? Nous ne prenons pas les mérites, mais nous disons grâce Douanecher pour sa libération. Pour parler, je dis ceci. Au début, j'ai dit une chose très importante. Nous parlons du panafricanisme. Pour parler du panafricanisme, il ne faut pas parler de deux mots. Le panafricanisme inclut une connaissance complète de l'histoire de la résistance panafricaine, qui commence depuis la première chute de l'Égypte antique. Ok, non? Et cette connaissance-là inclut tous les systèmes spirituels africains. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous incluons tous les systèmes spirituels africains et ne levons aucune au-dessus des autres. Okay? Nous ne levons aucune au-dessus des autres. La démarche, malheureusement, et reproche, je ne suis pas le seul à faire, du mouvement BDK, c'est celui, bien des fois, pour ne pas dire toujours, s'orienter dans une forme de tribalisme, où les Bas-Congo sont mis au-dessus de tous, où les Moinantemi personnellement a menacé de chasser, je ne sais pas moi, les Balouba, de chasser d'autres. On doit libérer les Bas-Congo, devenir les présidents des Bas-Congo. Mais l'union culturelle, okay, nous avons la reine Diambi. Hein, nous avons une reine au Congo, Diambi, qui est du Kassai, qui est très peu connue au Congo parce qu'elle ne fait pas de comment on appelle l'école, de la concurrence, comment on dit, du radio-trottoir. Il n'est pas en train de parler à la télévision, lancer des slogans qui rien. Mais la reine Diambi est en train de faire le tour de tous les centres spirituels, les grands centres spirituels de l'Afrique. Il est parti au Nigeria. Il est parti chez nos frères de la diaspora en Amérique du Sud. Il a fait visiter beaucoup de systèmes royaux. C'est-à-dire, elle représente une union. C'est ça les Smataroui. Nous ne pouvons pas faire les Smataroui en étant en Kinshasa, en criant être les Congolais. Que tout le monde doit venir. Et en imposant l'image des Kimbangu, des grés et des forces sur tout le monde, tout en ignorant l'histoire spirituelle des autres peuples. Les femmes ont leur histoire spirituelle avec des maîtres spirituels. Les Dogons ont des histoires spirituelles avec des maîtres spirituels, de haute envergure. Les Maasai, les Zoulous, les Ashanti.
Alors, on veut mettre ça en Les détour. voodoo. Les voodoo, les Mali. Nous, on a... Ah, écoute, mon frère, il faut faire le tour de l'Afrique et vous allez vous rendre compte s'il y a un peuple en Afrique qui a perdu sa culture. Eh bien, c'est le peuple de la République démocratique du Congo. Complètement perdu. Et vous le savez. Je parle chaque jour avec les gens au Congo. Complètement perdu. Au Congo, aujourd'hui, quand il dit culturellement, c'est la culture aujourd'hui que ce n'est que de la musique et des masques. Au Congo, même quand tu portes, ça c'est de la sorcellerie au Congo. Au Congo, moi je suis allé participer à un day des Congolais ici à Glasgow et je me suis présenté vêtu comme ça et tous les Congolais ont fui parce que cela représente de la sorcellerie. Pendant que les autres peuples, aujourd'hui on est en train de célébrer au Mali le festival du voodoo, de la culture, elle est célébrée. Le festival du voodoo. Il faut aller au Nigeria. La printe culturelle, comment elle est présente. Ils ont leur roi, la royauté nigérienne. La royauté est là. La royauté est très respectée. Et je vous dis, la reine Biambi a été en Angleterre. Elle vient du Kassai. Elle a été reçue par la famille royale ici. Elle n'a pas été reçue dans le petit collège. Ok? Et nous avons les Dogons. La spiritualité est forte, reconnue avec de grandes personnalités, de grands noms. Partons, nous allons. Non, non, non. Nous voulons annihiler tout ça. Parce que nous devons mettre une personne, Simon Kingar, avec tout le respect que nous avons pour lui, parce qu'il est congolais. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Ça, c'est quelque chose que nous ne promouvons pas. Nous ne sommes pas là pour faire encore ce que les Blancs ont fait en ramenant un système de castes, selon lesquels les autres sont supérieurs aux autres. Non, nous sommes en train de faire l'union. Et l'union passe à travers la ratification de tout le monde, la reconnaissance de tout le monde en faisant partie d'une seule. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si faire. je peux ajouter quelque chose rapidement aussi, c'est que, et je sais que pour beaucoup de personnes qui suivent les cours de l'Académie de la culture noire, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir qu'on parle des enseignements de Baba Héros, on parle des enseignements de Kala Omotunde, on parle des enseignements de Govi Gomez, on parle des enseignements d'autres personnes aussi. De Mfundishi. Mfundishi. On parle des enseignements Dr. Small. Voilà. Beaucoup de personnes. Credo Mutwa. Qui sont répandues dans toute l'Afrique parce que dans tout Katiopa, dans tout Kemet, parce qu'on doit se rappeler. C'est comme si quand on a une amnésie, on doit vraiment regarder avec la loupe tous les éléments qui font qu'ils sont nous. On doit les étudier. On doit parler de leurs enseignements. Et je pense que si vous regardez très bien, vous allez voir que tous les travaux qui sont faits sont reconnus et dans l'académie, on étudie même ces travaux pour que les gens puissent comprendre. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on a fondé l'académie, on a réalisé que en étant des personnes polyglottes qui parlent beaucoup de langues, on avait la facilité de prendre un livre en anglais pour lire, en italien, en français. On peut prendre des livres même en chinois, on comprend un peu, on essaye de comprendre. Mais le problème, c'est que dans notre peuple, beaucoup de gens sont soit limités avec le français ou soit limités avec l'anglais. Par rapport avec le monde anglais, les informations bougent rapidement je peux même dire à une vitesse de la lumière. Par contre, quand on arrive dans le monde francophone, les informations bougent avec la vitesse du son. Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'académie? L'académie, ça réunit toutes ces informations de nos aînés qui sont en vie et ceux qui sont partis pour comprendre non seulement les métiers, mais aussi comprendre tous les travaux qui ont été faits pour essayer de mieux discerner, mieux comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est comme ça que c'est très, très, très important de réaliser que oui, il y a plusieurs manières d'être. Et si vous pensez qu'on doit regarder plus les travaux de quelqu'un, envoyez-nous le livre. On va regarder, on va voir, on va lire le livre et puis si c'est bien, on va le partager avec tout le monde. Envoyez-nous des liens, donnez-nous la participation, suggérez les noms, donnez cette personne, et il faut parler, il faut mettre à... Ça, c'est une invitation, en fait, à toutes les personnes qui ont des grandes personnes qui ont contribué, parce que, nous ne connaissons pas tout. Nous sommes en train même de sortir d'une amnésie. Je le répète, l'histoire africaine est parsemée des amnésies bilocaires, c'est-à-dire, d'un côté, on connaît quelque chose que de l'autre côté, on ne connaît pas. Quand vous avez... j'ai été... appris, quelqu'un m'a appelé un Baïfa. Il dit, tu ressembles à un Baïfa. Je ne connaissais pas c'est quoi le nom Baïfa. Et quand on m'a expliqué c'était quoi un Baïfa, je pense à la deuxième ou troisième personne qui m'a dit Baïfa. En fait, et tout le monde a commencé à m'appeler Baïfa. Et quand je dis le Baïfa, c'est un terme utilisé en Afrique de l'Ouest. C'est quelqu'un qui fait exactement ce que j'ai fait. On dit c'est un Baïfa. Donc je dis je suis un Baba Baïfa. Alors, nous devons, nous disons non
à toute tentative de segmentation de l'Afrique, dans la mentalité, dans l'esprit, sur le plan politique et économique. Alors, quand quelqu'un travaille dans l'inanimité, nous ne reconnaissons pas l'État colonial. Je ne suis pas un Congolais, je suis un sujet de la couronne Congo. Et dans les sujets du royaume Congo, les sujets de la couronne Dahomey, ce sont mes frères. Les sujets de la couronne Zoulou, ce sont mes frères. Les sujets de la couronne Tonga, ce sont mes frères. Et tous les autres. Et quand nous venons dans ce Mataroui, nous venons tous ensemble, sans pour autant créer une catégorisation de supériorité de la sorte. Parce que c'est ça exactement la mentalité qui nous a conduit à la destruction que nous sommes aujourd'hui. Et nous pouvons nous permettre de les répéter encore. Douane Tcher. Je pense qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas si nous avons encore une dernière question ou nous allons conclure. Non, nous n'avons plus de commentaires. Douane Tcher pour votre présence, pour votre contribution aujourd'hui. Et comme je dis, répondez par non, par OTEP, répondez que je suis militant et je participe. Nous avons besoin de mettre ensemble, de venir tous ensemble. Et nous avons un devoir culturel de nous reprendre et de protéger la terre-mère qui nous a protégés pendant longtemps, pendant que nous étions endormis dans notre apnésie culturelle, plongés dans une ignorance sédimentaire épocale et destructive. Aujourd'hui que nous sommes réveillés, nous devons maintenant rendre la faveur à la terre-mère et la protéger. Et donc nous avons besoin des militants. Je répète à mot de conclusion pour ceux qui n'appartiennent pas au monde Couche Kamit Congo pour qu'ils comprennent la démarche que nous sommes en train de faire. L'amour racial et l'amour de l'humanité. Ce message d'amour racial n'est pas seulement réservé au peuple Couche Kamit Congo, à tous les peuples du monde. L'amour de la race est en contraposition avec les intérêts capitalistes, égoïstes. L'amour de la race, l'amour racial est la plus haute forme d'amour qui porte à l'amour de l'humanité qu'il en soit. Et son opposé, la haine raciale, c'est la chimie de la destruction et de l'anéantissement total. C'est fort de cette connaissance que nous disons la race avant la patrie et la nation. Nous opérons au-delà des limites patriotiques et nationales et nous embrassons les humanités noires du point de vue racial. La race avant tout. Douane Tcher. Et comme notre aîné Babayrou dit, on finit en disant Amassou Empa Emra Sangsou. Emen Ra Empa Emra. Awu Kuwaou Ra Manketipa Erura.